la tâche difficile d'introduire cette question sur la psychanalyse est-elle une science? Alors, cette question, dans le contexte actuel des validations de psychothérapie et des offres de soins, se pose effectivement comme centrale. Même si la psychanalyse se situe hors du champ des psychothérapies, en tant qu'elle ne cherche pas prioritairement à soigner, je rappelle que c'est le psychisme et thérapie, c'est prendre soin. Donc c'est vrai que la psychanalyse ne cherche pas prioritairement à soigner, mais à accueillir un sujet en souffrance, en accordant à la position subjective une priorité de fait. La question n'en reste pas moins à traiter. Cette question de validation est liée à celle de la scientificité, ou non, d'une discipline. L'accréditation des psychothérapies par l'État en est une conséquence, car ce qui a motivé la bataille des psys s'inaugure du souci de l'État de soumettre l'offre de soins aux exigences du marché et de la rentabilité. Les psychothérapies promettant résultats immédiats et garanties scientifiques ayant ainsi la faveur de l'État. De là à se passer de méthodologie sérieuse pour se labelliser scientifique, il n'y a qu'un pas. Ce fut le cas, je le rappelle, alors peut-être où je l'informe pour les plus jeunes, du rapport de l'INSERM en 2004 sur la scientificité des psychothérapies, où c'est le nombre de publications comptabilisées sur un domaine qui emportait le label et non la qualité de la procédure et de la rigueur scientifique accordée par une validation. Quantité versus qualité. Or, la psychanalyse, comme toute psychothérapie, n'est pas une science expérimentale puisqu'il est impossible, vu son objet, de reproduire une expérience à l'identique. Son domaine est de l'ordre des sciences humaines, l'être humain en est son objet. L'être humain a cette capacité de subjectiver sa position dans le monde, de s'y représenter imaginairement et symboliquement. Ceci est propre à chacun, singulier, bien que nous possédions tous, à peu près tous, les mêmes organes. Or, cette difficulté à se subjectiver est le plus souvent ce qui cause une souffrance psychique. Sinon, la maladie mentale, et non une aberration organique. Si une discipline se caractérise d'être scientifique, il s'en déduit logiquement que celui qui l'exerce soit lui-même un scientifique. D'où la question qui en découle, l'inventeur de la psychanalyse est-il lui-même un scientifique? Nous allons donc dégager 4 points essentiels propres à nous orienter pour tenter de répondre à la question de la scientificité ou non de la psychanalyse. Ces 4 points, ce sera: qu'est-ce qu'une science? 2. Les psychothérapies entrent-elles dans le champ de la science et ou de la démarche scientifique? 3. Freud est-il un homme de science? 4. La psychanalyse est-elle une science? J'aborderai les 2 premiers points. Je laisserai à mes collègues d'aborder les points 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'une science? Une distinction tripartite s'effectue habituellement à propos des sciences. Petit a, les sciences pures ou formelles. Nous avons les mathématiques et la logique. Petit b, les sciences de la nature, lesquelles se répartissent en sciences de la vie et de l'environnement. Nous avons l'anatomie, la biologie, la physiologie, la médecine. Les sciences de la Terre et de l'univers. Nous avons l'astronomie, l'astrophysique. Et puis nous avons les sciences de la matière, physique, chimie, optique, géologie, géochimie. C'est
les sciences de l'homme. Nous avons la sociologie, la psychologie pour les principales. Une méthode scientifique doit procéder à des expérimentations rigoureuses et validées par une communauté scientifique. De cette démarche, on récoltera des données qui conduiront à une théorisation permettant des prévisions qui elles-mêmes nécessiteront d'être vérifiées par l'expérimentation et l'observation. Une théorie est invalidée lorsque les prévisions ne résistent pas à l'expérimentation. Les travaux sont ensuite soumis à une communauté scientifique. Cette façon de définir les sciences est nuancée par la prise en compte d'autres disciplines, notamment en ce qui concerne la physique quantique. En effet, la présence de l'observateur en cours du process de l'expérimentation est censée modifier l'objet même de la recherche, l'observateur étant inclus dans le process même de l'observation. On pourra remarquer à ce propos, mais sans pouvoir, faute de temps, l'argumenter plus, la correspondance remarquable avec les observations de Freud à propos du transfert et du contre-transfert en psychanalyse. Comment l'analyste et l'analysant sont réciproquement affectés par la rencontre analytique. Mais d'autres domaines interviennent encore qui montrent en quoi il est difficile, sinon impossible, d'appliquer la même rigueur au process d'observation, expérimentation, dès lors qu'on se situe dans le domaine des sciences dites dures et des sciences dites molles, dont les sciences humaines font partie. Deuxième point, les psychothérapies entrent-elles dans le champ de la science et ou de la démarche scientifique ? On pourrait essayer de distinguer dans quel registre scientifique les différentes théories et méthodes psychothérapeutiques pourraient être classées. Premièrement, dans le champ des sciences expérimentales, qui consiste à vérifier les hypothèses que l'on a émises par la mise en place d'un protocole d'expérimentation propre à vérifier ou invalider celle-ci, on pourrait inclure les psychothérapies comportementales ou systémiques. L'expérimentateur prescripteur du protocole, qui agit sur l'objet pour obtenir des modifications, est extérieur à lui. Il n'a pas besoin non plus de se soumettre à l'expérimentation de ce qu'il prescrit. Deuxième point, dans le champ des sciences humaines de type hard science ou sciences dures, les hypothèses concernant les lois de fonctionnement ne peuvent pas être vérifiées par la mise en place d'un protocole d'expérience scientifique. La répétition de faits ayant des points communs, analysés grâce à des statistiques, permettent de mettre en évidence la constance de certaines lois. En psychosociologie, ce sera la mise en place d'enquêtes. La psychologie s'appuiera de son côté sur un ensemble de tests. Troisième point, dans le champ des sciences humaines de type soft science, sciences molles. Le praticien est impacté par l'objet de sa pratique, même s'il s'en défend. S'il est en position d'instruire l'objet, lui-même peut être enseigné par l'objet. Les protagonistes seront donc modifiés par l'expérience même de leur mise en situation de rencontre. Comme souligné plus haut, cet état de fait propre aux soft sciences se rencontre aussi dans les sciences expérimentales en physique quantique, par exemple. Pour se laisser modifier par l'expérience, encore faut-il que l'expérimentateur soit en capacité de l'accepter et non en position défensive, dérangé qu'il serait par un savoir qui viendrait le remettre en cause ou remettre en question ses convictions ou ses pseudo-savoirs. Ainsi, parmi toutes ces disciplines, seule la psychanalyse nécessite un travail sur soi pour comprendre ses propres mécanismes de défense et accepter d'être enseigné par celui que l'on a en charge d'accompagner. Et si nous énonçons que la psychanalyse est une science sans objet, mais une science du sujet, la question peut se poser alors de sa scientificité,
puisque la science repose sur l'observation et l'expérimentation à partir d'un objet. L'être humain peut être objet de la science dans sa dimension objectivable, physique et organique, mais dans sa position subjective. Il échappe à la possibilité de vérifier une hypothèse par la reproduction d'une expérience et la validation qui en découle. Il n'est pas étonnant que notre modernité, qui a comme modèle un système ultralibéral, tende à réduire l'homme à de l'objectivable. L'objet, on peut le réparer, on peut le conditionner, le réadapter pour qu'il puisse répondre à une demande de production. L'homme, appréhendé dans sa subjectivité, n'est plus conforme aux vœux d'un ordre mondial, n'est plus soumis au commandement du maître. Cet homme toujours dysfonctionnera du fait que la structure de la parole dont il est affublé, auquel il est en tant que sujet aliéné, fait de lui un être libre ou non de se soumettre à la loi du maître. Et cela, ça ne se mesure pas, ça ne se quantifie pas, ça n'entre pas dans l'ordre du prévisible. Je vous remercie de votre écoute. Bon, merci Thierry. Je pensais qu'on allait discuter après chaque texte, mais en fait on va les enchaîner. C'est dommage, j'avais déjà une question, mais je sais pas. Alors, oui, je pense. Enfin, voilà, je pense que peut-être ça sera plus intéressant là qu'on prenne un temps de réflexion toujours après chaque texte. Ce que vous allez voir, chaque texte va apporter au fond quelque chose de nouveau. Donc moi je vais commencer. Alors c'est vrai que j'ai une question. Alors dans la partition que tu fais, Thierry, de ce que l'on nomme la science. Ce que je trouve assez intéressant au fond, c'est que on est déjà dans une certaine acceptation de ce que c'est la science. De la partition, par exemple, sciences dures, sciences molles, etc. En sachant que cette notion, alors j'ai plus le nom, mais j'avais trouvé un auteur qui disait la science n'existe pas. Et la science n'existe pas, c'était au sens, au fond, où de définition de la science, en tout cas, elle est toujours relative. Et il y a un certain nombre d'auteurs, d'ailleurs, qui ont travaillé dessus. Alors c'est vrai que là, aujourd'hui, celui qui fait figure d'autorité, c'est Popper, mais il y en a d'autres et qui ont amené quand même d'autres choses. Mais moi, ma question, et c'est pour revenir à ce que tu as abordé tout au début du texte, et parce que ça fait écho à une question que je me pose voilà, par rapport au travail qu'on a pu faire, c'est pourquoi aujourd'hui, justement, c'est cette définition de la science par Popper qui a autant de succès et qui vient au fond cristalliser notre représentation comme ça de la science. Et est-ce que ça peut avoir un lien avec cette question du libéralisme? Il y a la réponse à ta question. C'est une question. Est-ce que ça peut avoir un lien? C'est un petit peu le lien avec le libéralisme, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de mettre en évidence rapidement. C'est-à-dire que si on voit déjà depuis une quarantaine d'années comment la réponse aux soins psychiques s'est faite, alors c'est fait, c'est dégradé. On voit qu'avec l'instauration de la prise en compte de l'hôpital, par exemple, et des offres de soins de santé mentale, et même de santé tout court, par l'État, il y a 40 ans, on a parlé de l'hôpital entreprise. Et donc on a décidé de gérer l'hôpital et tous les soins de la même manière qu'on gérait une entreprise. Toutes les thérapies, en ce qui concerne la
la psychiatrie qui s'occupait du soin mental, les CNPP aussi qui découlaient des soins psychiques. Beaucoup de choses se disaient comme quoi on perdait beaucoup de temps avec la parole, on perdait beaucoup de temps à écouter les gens. Il fallait, on a même dit, vous avez des telles personnes en prise en charge psychiatrique, vous les avez depuis 6 mois, 8 mois, une fracture du fémur, c'est 3 mois, combien c'est pour une maladie psychiatrique? C'est des choses que j'ai entendues, en tout cas en 90, c'est vrai, c'est des choses qu'on entendait, du contrôle au niveau de la santé et de la sécurité sociale. Et on nous a poussé de plus en plus à amener des prises en charge rapides avec des méthodes qui se voudraient ou qui se définiraient comme efficaces beaucoup plus rapidement que la psychanalyse. Ce qui était en jeu, effectivement, c'est de rendre rentable les soins. Comme si, effectivement, le soin était lié à cette question-là. Et on voit que le lien entre le système, justement, capitaliste, libéral, puis néolibéral, et l'orientation du soin, du soin organique, mais aussi du soin psychique. Et on voit que petit à petit, tout ce qui concernait la psychanalyse a été de plus en plus vilipendé, que des gens qui se disaient représenter des méthodes scientifiques et qui se réclamaient de la science, sans qu'au fond, même les protocoles aient été validés, c'est ce que j'abordais un petit peu tout à l'heure dans mon introduction, eh bien l'État, lui, n'a pas cherché plus loin. On lui disait que c'était certifié. Et lui, ce qu'il arrangeait, c'était de trouver effectivement un discours qui corresponde au sien. Et je pense que voilà, ça a fait rapidement, enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est ce qui a fait effectivement que petit à petit, certains se sont engouffrés là-dedans. Il y a eu des lobbying au niveau de gens qui étaient auprès de l'État d'ailleurs. Et c'est aussi... Bon, il y a eu aussi tout ce qui était en 2004 la validation d'éviter les charlatans en psychothérapie avec la loi aussi sur les psychothérapies, sur la réglementation du titre de psychothérapeute. Enfin, bon, voilà, pour rentrer très, je ne sais pas si ça suffit. Non, oui, en fait, c'était juste aussi pour la remarque. C'est vrai que Popper, il me semble qu'on est dans les années 30. Et que c'est aujourd'hui, au fond, où on s'appuie très fortement sur sa théorisation, hein, voilà, qui fait autorité. Mais néanmoins, c'est qu'une certaine lecture de la science. Enfin, c'est vraiment toujours très, très relatif. Hein. Il y a plein d'autres auteurs, évidemment, qui ont travaillé dessus. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se saisit de ça, hein, mais à des fins toutes utiles. Voilà. Oui, c'est ce que on voit bien qu'il y a aussi dans l'appréhension de la science une subjectivité. Et de même que, et ça on le voit, alors on le voit dans la science quantique, mais dans la science même, le regard que porte le scientifique va être, c'est son regard. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des rencontres à plusieurs pour effectivement que les regards se croisent, parce qu'on voit bien que la définition de Popper, elle est propre à un moment, à une contextualisation. Et actuellement, on s'appuie là-dessus parce qu'elle sert bien. Mais il y en a d'autres façons de le voir. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais concernant la subjectivité de la science, parce que effectivement, il ne faudrait pas oublier que, y compris dans les sciences dures, il y a une subjectivité du chercheur qui se présente. On le retrouve très bien dans les appellations de l'équation de Schrödinger, dans le boson de Higgs, c'est-à-dire que ces découvertes-là, qui engendrent des changements de paradigme, ne sont jamais citées sans le nom de l'auteur, parce que justement, ça provoque un certain nombre de renversements, et que voilà, enfin, il y a une part de créativité. Il y a une part de créativité dans la science, dans la découverte. Voilà, qui est propre à chaque chercheur.
Et aujourd'hui, c'est devenu extrêmement aride parce que je pense qu'on bride littéralement la créativité des chercheurs en réduisant la science à ce qui serait une méthodologie. Voilà, on a une bonne méthode. Si on a une bonne méthode, eh bien c'est scientifique. Bon, c'est assez dramatique pour la recherche, mais... Oui, effectivement. Enfin, tu citais aussi la physique quantique. C'est vrai que dans la physique quantique, ce qui est très intéressant, c'est que on a une vision probabiliste du monde. Donc, il n'y a pas de vérité et il n'y a pas de... C'est pas vrai ou faux. Ça peut être vrai dans 80% des cas, mais dans 20% des cas, ce sera faux. Bon, alors, faut être joueur. Voilà, faut être joueur avec la vie. Allô ? J'avais 3 réflexions en fait sur les relations avec les problématiques de financement. Ça revient à des questions de rentabilité en fait, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la science. C'est simplement un rapport au financement. Sur la question des sciences en elles-mêmes, il faut toujours aussi se rappeler que les sciences, quelles qu'elles soient d'ailleurs, elles se développent dans un champ social. Il y a des luttes de points de vue. On parlait de créativité, vous parliez de créativité. Il y a des créativités qui s'expriment et qui affrontent de fait des théories anciennes ou préexistantes. Et il y a forcément ce qu'on pourrait appeler des luttes de classe, si on pourrait appeler des luttes de classe. C'est-à-dire que les jeunes essayent de se positionner par rapport à d'anciens champs théoriques. Il y a un 3e point qui dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la vérification d'hypothèses n'est pas possible en psychanalyse. Alors, je m'explique, parce que si on cherche à vérifier une hypothèse sur un changement d'état momentané, je pense que c'est difficile. Par contre, et je pense que tous les psychanalystes ou les psychothérapeutes d'obédience psychanalytique peuvent le constater, c'est qu'ils peuvent voir une tendance, une dynamique dans le mieux-être de la personne qu'ils accompagnent. Et la psychanalyse, même si ce n'est pas son objet, cherche à accompagner une personne dans son mieux-être. Et cette hypothèse-là, elle peut être vérifiée. Et de souvenir, il y avait certains psychanalystes qui avaient mis en place une méthode d'évaluation pour un moment mettre le haut là, je pense, sur les approches TCC, en signalant que oui, la psychanalyse peut évaluer. C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement coûteux, elle peut le faire. Est-ce que c'est son objet de le faire ? Ça, c'est autre chose. Et par contre, ça amène aussi peut-être à poser la question, si on devait évaluer en tant que psychanalyste ce que je fais, ce qui se passe, et chez moi, psychothérapeute ou psychanalyste, et chez le patient, comment est-ce que je devrais faire ? Et cette question a aussi son intérêt. En tant qu'objet épistémique, elle a aussi son intérêt. Alors, je vais juste prendre un point, quand vous dites effectivement la question du mieux-être. Prenons ce point-là. On pourrait à la limite pouvoir l'évaluer. On l'évalue notamment par exemple par rapport à des méthodes de bien-être que l'on propose, notamment les méditations transcendantales ou de pleine conscience. On met des capteurs au niveau du cerveau, et puis on peut vérifier effectivement que les zones du cerveau sont apaisées. Il y a des ondes alpha ou bêta qui diminuent ou qui augmentent. Donc on peut voir effectivement que dans un certain état, la personne se sent mieux. Est-ce que c'est durable ou pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, on peut le vérifier effectivement par des électroencéphalogrammes. Ça, c'est vérifiable. Et puis même maintenant avec les appareillages d'IRM, etc. Ça, on peut vérifier le mieux-être, etc. Quand je dis qu'il y a une part de la psychanalyse qui échappe à l'évaluation, je vais prendre un exemple tout simple. Quand une personne vient me voir en cabinet et me dit, vous savez, moi avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne me sens pas bien, je ne vais pas bien. Même dans mon travail, le sens de ce que je fais m'échappe, le sens de la vie m'échappe. Je sens que ça me fait déprimer, je ne vais plus bien du tout. Et la personne, elle met bien ça
en relation avec sa position subjective dans le monde et avec le sens que cette représentation du monde qu'elle avait construite, avec le réel qu'elle subit, cette personne dit « Moi, la vie ne fait plus sens pour moi ». On pourra lui proposer effectivement des médicaments pour apaiser son angoisse si l'angoisse est très, très forte. On pourra lui proposer de méditer pour se sentir mieux. D'ailleurs, il y en a qui viennent me le dire. Je fais quand même un peu de méditation, ça me calme, mais ça ne résout pas le sens de la vie pour moi. Et ça, c'est des choses qu'on travaille justement en analyse. C'est des choses qui peuvent s'énoncer dans le courant d'une écoute particulière, où l'analyste a travaillé assez sur lui pour aussi, lui, ne pas mettre son angoisse, pour dire par exemple « Oh, mais vous verrez, vous trouverez bien un sens à votre vie, qu'est-ce qui vous intéresse ?» Là où on serait dans une sorte de thérapie positiviste et de réconfort. Non, l'analyste va essayer d'amener la personne lui-même en supportant sa propre angoisse et l'angoisse que l'autre génère pour pouvoir aller avec lui l'accompagner là où c'est difficile, là où il y a du creux, là où il y a du vide, qui peut-être fait écho aussi chez l'analyste. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la psychanalyse, elle modifie autant le sujet qui parle que celui qui écoute. C'est en ça que je dis que ça ne peut pas être validé. Moi, je voudrais juste rajouter pour répondre à votre question, alors sur la question de la scientificité, encore une fois, puisque la psychanalyse est dénoncée par rapport à la scientificité, notamment par rapport aux critères de Popper. Et une critique de Popper, ça a été de dire, vous parliez de la validation des hypothèses, en fait, la psychanalyse valide toujours ses hypothèses. C'est bien ça le problème. En fait, si vous voulez, la psychanalyse, elle part du principe que quand un sujet exprime quelque chose, ça rentrera de toute façon, de toute manière dans sa théorisation. Ça a été la critique de Popper. Et donc, il a mis en place, d'ailleurs par rapport à ça, le critère de falsification. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'au fond, on pourrait presque reprendre votre question à l'inverse. La psychanalyse, en tout cas pour Popper, pour la science, elle validerait tout le temps ses hypothèses. Mais c'est une certaine vue, en tout cas de la psychanalyse, que de poser les choses comme ça. Et puis l'autre, alors vous avez aussi énoncé quelque chose au niveau du contexte social, moi que je trouve quand même assez intéressant. De la même manière, ce critère de falsification, en fait, Popper, il l'a posé non seulement par rapport à la psychanalyse, mais aussi par rapport à Marx, notamment. Et en disant, mais au fond, et puis par rapport à Einstein, en disant, mais au fond, Marx, Freud, Einstein, pour moi, c'est Einstein qui est du côté de la science et les autres, bon. Peut-être pseudo-science, pour reprendre son terme. Mais néanmoins, si vous prenez le marxisme, le fait qu'on ne puisse pas, qu'aujourd'hui on parte du principe que le marxisme n'est pas une science, c'est aussi parce que le contexte politique fait qu'on ne l'évalue pas comme tel. Vous voyez ? Et donc au fond, il y a aussi, et vous avez raison, toujours un contexte social qui fait qu'on vient aussi poser en fait un jugement sur une théorisation. La question que je posais, c'est que dès le moment où il y a des courants scientifiques qui s'affrontent, en fait, c'est cet affrontement qu'en fait, qui est social. Donc, la psychanalyse, ici, est attaquée plus ou moins directement et plus ou moins supportée par des questions de rentabilité, par d'autres courants type TCC. Et ce en quoi il y a une lutte sociale entre des approches qui essayent de s'affronter, en fait. Plus ou moins une qui essaye, si possible, de manger une part du gâteau de l'autre. Voilà, c'est juste ça. Et ce en quoi il y a des démarches qui sont à la fois agressives et défensives des deux côtés. Et ce en quoi et la psychanalyse peut d'ailleurs peut-être même regarder ça avec le regard de la psychanalyse. Oui, c'est pas inintéressant, c'est-à-dire que ça ramène de la division quelque part. Donc la psychanalyse joue son rôle dans la société. Enfin, elle ramène de la division. Ça amène en tout cas une chose, c'est à pouvoir rectifier et sortir des positions manichéennes de c'est moi le meilleur et c'est les autres qui sont absolument nuls. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire ici, de montrer l'intérêt que peut avoir les TCC, l'intérêt que peut avoir certaines autres pratiques, sans ne pas forcément les opposer,
Je crois qu'il y a quelque chose qui existe, c'est tout être humain. Et comme nous sommes des êtres humains, je parle pour moi aussi, c'est que nous sommes tous confrontés au narcissisme de la petite différence. Quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, qui n'est pas conforme à notre façon de voir, à notre pensée, à ce qui nous construit, on considère que le point de vue de l'autre est dangereux, que le point de vue de l'autre vient remettre tout en question de la manière dont on s'est construit, et il devient un être dangereux. C'est une petite paranoïa personnelle. Donc il faut se méfier de ces paranoïas qui nous concernent tous. Hein. On se construit un peu comme ça au départ. L'autre est dangereux, l'autre est un ennemi. Il faut apprendre à vivre avec l'autre, il faut apprendre à entendre le point de vue de l'autre, et non pas les opposer, mais voir en quoi telle pratique est intéressante, tel point de vue est intéressant, qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'est-ce qu'il n'apporte pas. C'est ce que nous essayons de faire ici avec l'épistémologie, et je crois que c'est peut-être ce que nous essayons de lancer. Sortons du manichéisme, sortons de nos petites différences, et essayons de construire quelque chose pour profiter des apports. C'est d'ailleurs le lieu de l'université, c'est formidable, parce que justement l'université c'est universel, c'est prendre en compte un peu tous les courants et éviter les positions de chapelle en disant ah non mais c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui sais le mieux. Alors oui, sur votre première intervention, votre premier commentaire, il y a des lieux où la psychanalyse interroge sa validité et ses hypothèses. Comme vous le disiez tout à l'heure, à partir des deux positions, celle de l'analyste et celle de l'analysant, mais c'est surtout dans les instituts, les écoles de psychanalyse, où il y a effectivement cette question qui est abordée, qui est élaborée, parfois même en présence des deux, de l'analyste et de l'analysant, et qui permet d'amorcer cette question de comment on valide. Alors, est-ce que c'est de l'ordre de la scientificité? Mais en tout cas, ça repose sur une certaine méthodologie qui est celle de la création, d'abord. On va peut-être passer au texte suivant. Je voulais juste rajouter une toute petite chose sur ce que vous soulignez concernant les hypothèses. Je pense qu'il faut différencier ce qui relève du corpus théorique qui est produit par la psychanalyse et de ce qui se passe dans une analyse. Parce qu'effectivement, dans une analyse, on sait très bien que la vérification, ça va être extrêmement compliqué à mettre en œuvre pour le sujet, au cas par cas. Par contre, la théorie analytique qui est produite donc, à partir de la clinique, elle est régulièrement mise sur le métier et modifiée, ajustée aussi en fonction de la clinique. Bon, et parfois à partir d'une étude de cas. Je rajouterai juste un point pour préciser encore plus les choses. Parce que quand on dit la psychanalyse, oui, on croirait qu'elle est unifiée. Il y a des psychanalyses. Et d'ailleurs, le séminaire le souligne, un séminaire sur l'entretien des psychothérapies et des psychanalyses. Parce qu'effectivement, justement, toujours à cause de ce narcissisme de petites différences, il y a beaucoup d'écoles de psychanalyse qui n'arrivent pas à s'entendre avec les autres et à pouvoir faire valoir leur point de vue différent ou là où ils ont axé plus une recherche sur une autre. Hein. Et il y a eu aussi des apports différents par des auteurs. Hein, il y a eu Freud, on va le voir cette année, mais après avec l'épistémologie, il faudrait qu'on voit Winnicott, qu'on voit Mélanie Klein, qu'on voit d'autres personnes, qu'on voit ensuite Lacan, parce qu'on abordera Lacan. Et même dans les écoles, au niveau de Lacan, il y a des écoles qui ne peuvent pas se voir, toujours pour les mêmes raisons. Donc ce qu'on essaye de faire ici, c'est de voir aussi quelles sont les approches psychanalytiques différentes d'une école à une autre. Après, on peut faire le choix. On peut dire, moi, je préfère telle école parce que cet enseignement-là me convient mieux que celui-là. Et chaque école a toujours envie de dire, c'est nous les meilleurs.